enquête. Au Bénin, les signaux sont au rouge pour les acteurs du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. C'est un sale temps pour les faiseurs de pain et autres produits dérivés. La menace de disparition plane sur leur secteur. En décembre 2022, ils sont au total plus de 600 boulangeries au Bénin, répertoriées de façon formelle, qui œuvrent dans le secteur. Aujourd'hui, à peine 250 fonctionnent. Surendettement, manque de capitaux, manque de formation adéquate des acteurs, mauvais choix des équipements sont autant de raisons qui condamnent de nombreuses boulangeries-pâtisseries à mettre la clé sous le paillasson au bout de quelques temps d'exercice. Enquête au cœur d'un secteur qui agonise lentement et sûrement avec les acteurs concernés, Canal Enquête perce avec minutie les problèmes qui font que le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie n'est pas aussi dynamique que cela devrait l'être. En dépit de la hausse légère et récente des coûts de baguette de pain au Bénin, le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie présente des signes de malaise profond. Au Bénin, plusieurs centaines de boulangeries ont fait faillite. Ces images illustrent bien l'état dans lequel se trouve le secteur aujourd'hui. Il y a quelques mois en arrière, cette boulangerie était encore en activité. L'ambiance de travail, les va-et-vient du personnel et le bruit des machines sont remplacés aujourd'hui par un grand vide. La poussière, un silence de cimetière. Le promoteur ne pouvant plus faire face aux charges de fonctionnement, s'est vu obligé de mettre la clé sous le paillasson. Une situation que connaît malheureusement bien d'autres promoteurs. Parce que, au vu des démarches qu'on avait menées, le gouvernement s'est engagé avec nous pour réformer le secteur. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, jusque-là, ça n'a pas encore changé. Au Bénin, les signaux sont au rouge pour les acteurs du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. C'est un sale temps pour les faiseurs de pain et autres produits dérivés. La menace de disparition qui plane sur le secteur est d'une évidence dangereuse pour la survie de ces acteurs. Destin Saint-Ondji, pâtissier, spécialiste des fours ventilés, a consacré ses dernières années de travaux sur la problématique de la fermeture des boulangeries-pâtisseries au Bénin. Pendant la vingtaine d'années qu'il a passé dans le métier, il a eu le temps d'observer et d'étudier ce sous-secteur d'activité en faisant une analyse chronologique et approfondie. Il en est arrivé à la conclusion que ce secteur n'est pas aussi dynamique que cela devrait l'être. Et le premier problème qu'il pointe du doigt est le manque de formation adéquate des acteurs, et cela se traduit par de mauvaises habitudes professionnelles. On obtient ceci. C'est ça la génoise. Et après l'avoir coupé, garni de crème et décoré, on obtient
on obtient ceci. C'est ça l'entremets, ce que nous appelons communément gâteau ici. Et c'est ça ce que vous prenez pour aller faire la fête chez vous. Donc, après avoir fini de faire ça là comme première commande, une deuxième et une troisième commande arrive. Remarquez ici aussi que il a fait une cuisson pour chaque génoise. Il a fait une cuisson pour chaque entremets. S'il avait été ordonné dans sa façon de travailler, il aurait pu faire la mise en place de 10 génoises comme mise en place. C'est-à-dire, il fait un grand volume de génoises qui répartit dans 10 moules, qui va cuire en une seule fois dans le four. Et après refroidissement de ces génoises, il va les conserver. Comme ça, il aura des génoises déjà cuites, prêtes à être utilisées de lundi jusqu'au mercredi. S'il avait même été un pâtissier très bon, il aurait pu anticiper comment le matin, après avoir fini de cuire les produits de la viennoiserie qui sont à sa charge, il anticipe. Il n'attend pas de commande pour pouvoir faire les 3 entremets. Il fait ça à la 3. Et au moment où le premier client serait en train de poser la question de savoir si en 1 heure ou 2, il peut avoir un entremets, en 30 secondes, il inscrit le message souhaité par ce client sur l'entremet. Et il fait la même chose pour satisfaire les 2 autres. Un exemple assez illustratif qui gonfle les factures d'électricité, crée un surcoût et qui, à la longue, plombe les finances de la boulangerie. Si dans votre pâtisserie, vous avez un ouvrier qui a les mauvaises habitudes de travail dont je viens de parler tantôt, les montants de vos factures d'électricité seront au-delà de 600 000 francs à la fin du mois, contre 200 ou 250 000 francs au plus en temps normal, si le four est utilisé de la bonne manière. De cette mauvaise pratique professionnelle qu'on retrouve chez nombre d'acteurs découle un autre problème plus complexe, le mauvais choix et la mauvaise manipulation des équipements. Au nombre des équipements utilisés dans une boulangerie, il y a un élément central et déterminant. L'usage d'un four dans une boulangerie requiert de la méthode. Voici ce qu'on appelle four ventilé. Comme son nom l'indique, il est doté de ventilateurs qui permettent de brasser la chaleur de manière à ce que la cuisson des produits soit uniforme. Ces ventilateurs sont entourés de barres de fer qu'on appelle résistance. Et quand ces résistances se laissent traverser par le courant électrique, elles produisent à leur tour de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur. Et cette énergie produite par les résistances combinée à l'action des ventilateurs devient tournante dans le four. Et comme je viens de le dire, c'est ça qui permet la cuisson des produits. Cependant, comment l'utiliser à bon escient pour une meilleure rentabilité reste et demeure un casse-tête pour beaucoup de gens. Ici, vous avez le thermostat. C'est un petit boîtier qui permet d'abord de paramétrer la température de consigne, c'est-à-dire la température à laquelle vous voulez faire la cuisson de vos produits. Ensuite, il permet de réguler la température du four. Et enfin, il contrôle le circuit d'alimentation des résistances par l'intermédiaire des comptateurs qui sont des appareils électrotechniques qui permettent d'interrompre et de rétablir le passage du courant. Vous avez le programme de cuisson ici. Les numéros que vous voyez là correspondent à un type de cuisson prédéfini. Le numéro 1 est réservé à la cuisson des pains baguettes. Et par exemple, le numéro 3 à la cuisson des produits de la viennoiserie, c'est-à-dire croissants, pain au chocolat et autres. Donc,
Si je veux par exemple cuire les croissants comme je viens de le dire, je n'ai pas besoin d'aller choisir la température au niveau du thermostat. Il me suffit de choisir le numéro 3 qui correspond à la cuisson des produits de la viennoiserie. Par contre, si je n'ai pas envie de me faire assister par le programme de cuisson, j'appuie sur la touche 0 pour revenir sur le thermostat. Là, je choisis la température que je veux pour faire ma cuisson. Mais c'est à mes risques et périls parce que si je choisis mal la température, ma cuisson sera ratée. Sa bonne utilisation accorde une meilleure rentabilité. Bon, comme premier mauvais comportement, un ouvrier peut cuire 3 plaques. Un ouvrier peut cuire 3 plaques de produits dans ce four. Après, il peut mettre 3. Ensuite, 2. Enfin, 2. Au total, il aura cuit 10 plaques de produits en plusieurs étapes dans un four qui a une capacité de 10 plaques. S'il avait appris à travailler de façon méthodique, il aurait pu, en un seul enfournage, cuire les 10 plaques de produits et son travail est fini. Deuxième mauvais comportement. Après avoir cuit 3 plaques de produits dans ce four, un ouvrier peut revenir 1 heure de temps après pour une nouvelle cuisson. Et pour le faire, il sera amené à préchauffer encore le four dont la température serait descendue par exemple à 50 degrés. Et une fois en marche, la température va monter à 51, 52, 53, jusqu'à 60, 70, ainsi de suite, jusqu'à 180 degrés avant qu'il ne puisse l'ouvrir pour introduire les produits. L'énergie utilisée par les résistances pour porter la température du four de 50 degrés à 180 degrés est une perte. Et cette perte d'énergie va s'accumuler au fur et à mesure que cet ouvrier va chercher à renouveler cette opération qui consiste à éteindre et rallumer le four quelques temps après pour une nouvelle cuisson. La maîtrise du cycle de variation de température à l'intérieur du four est un véritable casse-tête pour les acteurs de la chaîne de production. En voici une démonstration avec Destin Saint-Ongi. Si je choisis par exemple de faire ma cuisson à une température de 180 degrés, je vais préchauffer le four. C'est-à-dire, je vais mettre le four en marche. Et après, quand cette température sera atteinte, je vais l'ouvrir naturellement et introduire les produits. Maintenant, quand cette température sera atteinte à nouveau, c'est-à-dire la barre des 180 degrés, quand le four va atteindre ce seuil, le circuit d'alimentation des résistances qui produisent la chaleur dans le four va se couper grâce au comptateur. Mais la température du four monte légèrement de 180 degrés à 185 degrés. Et après, la température commence maintenant à chuter de 185 degrés à 179 degrés. Arrivé à 79 degrés, le circuit d'alimentation des résistances est rétabli. C'est-à-dire le courant passe à nouveau vers les résistances qui portent la température de 179 degrés à 180. Et le processus recommence. Je vais réexpliquer cette partie. Par exemple, si vous êtes en train de faire du repassage avec un fer et on coupe le courant, le fer ne va pas se refroidir, en même temps il va quand même continuer à produire de la chaleur pendant un certain temps. C'est la même chose dans le cas du four. Au moment où les résistances sont en train de produire de la chaleur et la température du four atteint 180 degrés, le circuit d'alimentation de ces résistances est coupé. Et après cette coupure, la chaleur, la quantité de chaleur dégagée par les résistances, plus la quantité de chaleur qui s'était déjà accumulée dans la cavité du four, c'est ça qui fait monter légèrement la température du four à 185 degrés. Et c'est après cela
que cette température commence à chuter, nous allons voir une illustration de ce que nous sommes en train d'expliquer. Voilà, j'ai dit que quand la température du four atteint le seuil de 180 degrés Celsius, l'interruption du courant vers les résistances est coupée. Donc ici, on est à 180 degrés. Ça, c'est 180 degrés. Et ici, l'interruption et le passage, le circuit d'alimentation des résistances est coupé ici. Mais comme je l'ai expliqué tantôt, la température monte légèrement à 185 degrés. Arrivé à 185 degrés, cette température commence maintenant à chuter et elle chute jusqu'à 179 degrés. Arrivé à 179, le circuit d'alimentation des résistances est rétabli par l'intermédiaire des comptateurs qui produisent un déclic qui résonne. Je viens de parler de ça tantôt. Et la température monte de 179 degrés à 185 degrés. Remarquez ici que de 180 degrés à 185 degrés, le courant ne passe plus, mais la cuisson des produits continue. Dans la descente, au moment où la température commence à descendre de 185 degrés à 179 degrés, le courant ne passe toujours pas. C'est dans cet intervalle 179 degrés à 180 degrés, c'est là où il y a l'établissement du courant vers les résistances. Cette température qui s'ajoute là, de 180 à 185 degrés, c'est une marge. C'est juste une marge. Et ici, c'est la chute. C'est la chute de la température de 179 degrés à 180, c'est la reprise, c'est-à-dire le rétablissement du courant vers les résistances. C'est pour ça que cette partie est en vert, pour montrer qu'il y a passage du courant. D'ici de 180 degrés jusqu'à 179 degrés, en passant par 185 degrés, il n'y a pas passage du courant vers les résistances. Les résistances sont en off. Il n'y a pas passage du courant vers les résistances. C'est seulement ici qu'il y a passage du courant vers les résistances. L'expert établit un lien direct entre la situation dans laquelle se trouvent les boulangeries et le mauvais usage des équipements. Aujourd'hui, dans les boulangeries de la place, on note d'énormes carences dans la manipulation des fours pour défaut de formation. En décembre 2022, ils sont au total plus de 600 boulangeries au Bénin, répertoriées de façon formelle, qui œuvrent dans le secteur. Aujourd'hui, à peine 250 fonctionnent. C'est un chiffre qui montre le grand malaise que traverse le secteur. Sur ces statistiques, c'est plus de 300 emplois directs qui sont perdus et plus de 500 emplois qui seraient menacés. Je pense que le secteur se porte mal. Sans langue de bois, je peux vous dire que le secteur se porte très mal. Nous avons fait beaucoup de démarches, je dirais même beaucoup de luttes pour que ça puisse changer, mais jusque-là, nous n'avons pas encore satisfaction. C'est parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, personne n'est fier de ce secteur. Tous les acteurs aujourd'hui souffrent. On n'est pas fier de l'activité que nous menons. Parce que vous menez l'activité, mais c'est à perte. Si l'État aussi, ou je dirais les gouvernants, peuvent faire leurs enquêtes, ils verront que nous qui sommes promoteurs, nous qui sommes boulangers, en relation aujourd'hui avec des opérateurs économiques, on les met en difficulté. Je l'avoue de façon sincère, on les met en difficulté. Mais nous avons tout fait, mais nos gouvernants ne veulent pas nous comprendre. C'est d'ailleurs pour renverser la tendance que Destin Saint-Ondji, pâtissier, spécialiste des fours ventilés, forme une nouvelle génération de boulangers-pâtissiers. Ce que j'ai compris est que
Ce sont les résistances qui fournissent la chaleur pour la cuisson des produits. Et les ventilateurs autres permettent de rendre uniforme cette chaleur partout dans le four. Au milieu de ces jeunes, l'homme partage les bonnes pratiques en matière de savoir-faire. Le thermostat permet de réguler la température du four. Le secteur de la boulangerie et pâtisserie est aussi enclin à des facteurs exogènes. La crise en Ukraine cause de graves précédents sur le coût de la matière première, notamment le blé. Le prix du pain ne doit plus être à 125. Je vous l'ai dit tantôt, nous n'avons rien fait pour changer le prix, c'est des rumeurs. Mais le mal est toujours avec nous. En temps, nous avons mené des luttes quand la crise était au pic et le gouvernement a pris des mesures pour nous soulager. Mais avec ces mesures, on achetait, je vous l'ai dit, aussi on achetait la farine jusqu'à 30 000, 27 000, 30 000. Aujourd'hui, nous sommes à 22 000 parce que la crise a baissé et le gouvernement aussi a levé maintenant ces mesures. Donc là où nous sommes tout de suite, il n'y a aucune mesure qui accompagne les boulangers. Donc aujourd'hui, la farine est encore à 22 000. La farine est à 22 000. Mais ça nous pèse dessus. Vous voyez, et comme nous sommes des associations, nous n'avons pas la mesure, n'avons pas la force de changer seul le prix du pain. Le président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie du Bénin multiplie les échanges avec les autorités béninoises en charge du commerce et de l'industrie pour des réformes innovantes dans le secteur. Les réformes, pour ce que je connais, ce qui vient, c'est vrai, ça va faire mal un peu aux acteurs que nous sommes. Mais c'est pour le bien des consommateurs. Donc, nous, en tant que membres de cette association, nous nous sommes engagés parce que ce que nous voulons faire, je crois que c'est d'abord, ça fait d'abord du bien aux consommateurs et en retour, nous qui sommes aussi du secteur, on sera satisfaits. Premier commerce de proximité, les produits de la boulangerie, notamment le pain, font partie des aliments les plus prisés par les Béninois. Un secteur économique majeur qu'il faut sauver de l'agonie. Il est prévu par le gouvernement une réforme globale de la boulangerie pour de bonnes perspectives. Et bien voilà, retour sur le plateau de Canal Enquête dans la deuxième partie de cette émission avec mes invités. Je suis avec Monsieur Destin Saint-Ondy. Vous êtes pâtissier, spécialiste des fours ventilés. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur le journaliste. À côté de vous, monsieur Batono Messan Kofi Elevaillon, c'est bizarre. Bonsoir également. Vous êtes pâtissier et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur. En face de vous, j'ai mon collègue Tidi Goudalo. Tidi Goudalo, vous êtes journaliste ici à Canal 3 Télévision. Bonsoir et merci d'être avec nous. Eric, bien bonsoir. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Allez, Tidi, vous avez choisi la rencontre des acteurs du secteur de la boulangerie. Pourquoi? Eric, vous savez, nous avons été alertés. Il y a que dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a plusieurs boulangeries qui, comme vous l'avez notifié dans le magazine, qui mettent la clé sous le paillasson et cela constitue un véritable problème pour, je vais dire, les consommateurs qui ne trouvent plus de pain, les produits de la pâtisserie à plein temps. Voilà, cela a suscité en nous une enquête. C'est ça. Voilà ce que ça Absolument. Allez, monsieur Destin Saint-Ondy, dans ce que nous allons démontrer, il y a un point qui vous intéresse, c'est que nous nous retrouvons parfois, enfin pas nous, les promoteurs, les acteurs de ce secteur se retrouvent parfois dans ces situations parce qu'on n'a pas une parfaite maîtrise de l'usage, n'est-ce pas, des équipements. C'est bien ça, vous, votre réflexion? Oui, c'est bien ça, monsieur le journaliste. Et je profite pour saluer aussi ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde.
Et avant de revenir à votre question, je voudrais informer les uns et les autres qu'on n'a plus besoin d'un grand investissement aujourd'hui pour être propriétaire d'une boulangerie-pâtisserie. Ah oui? Bien sûr. Donc en termes d'investissement, on n'a plus besoin de sortir beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, je dis ça parce qu'avec l'usage des fours ventilés qui prennent d'ailleurs de l'ampleur dans notre pays, c'est faisable. Et ça se fait. La plupart des baguettes que vous achetez aujourd'hui dans notre pays sont cuites dans ces fours-là. Mais malheureusement, cette nouvelle tendance qui consiste à faire la cuisson des produits avec ce type de four est confronté à beaucoup de problèmes. Alors avant, qu'est-ce qu'on utilisait généralement dans le secteur? Avant, on utilisait, pour avoir une boulangerie, pâtisserie, il faut débourser vraiment beaucoup d'argent. C'est ça. Beaucoup d'argent. Et c'était avec d'autres types de fours. D'accord. Que certains continuent d'ailleurs d'utiliser jusqu'à présent. Mais comme je le disais tantôt, cette nouvelle tendance qui consiste à faire la cuisson des produits avec des fours ventilés est confrontée à beaucoup de problèmes. Alors, son usage est complexe. Alors, on va y revenir dans un instant. Je laisse la parole à monsieur Batonon. Vous qui êtes aussi dans le secteur. Les problèmes que vous rencontrez généralement tournent autour de quoi? Merci beaucoup. Bon, il y a ces problèmes que nous rencontrons souvent, tournent autour de l'utilisation des matériels. Il faut que ces matériels soient utilisés à bon escient par les ayants droit qui l'utilisent, parce qu'il arrive des fois, même comme l'a dit Destin, aujourd'hui nous avons de fours à ventilateur qui brassent la chaleur à l'intérieur du four pour que les produits soient cuits au même moment. Maintenant, il y a la manipulation de ces matériels qui demandent beaucoup de formation aux apprenants. Et parce qu'aujourd'hui, nos apprenants que nous avons, bon, c'est des apprenants qu'on dit tête baissée. Ils ont la tête dans les téléphones. Dans les téléphones, qu'ils n'utilisent pas à bon escient. Parce que quand tu montes le système, parce que quand tu achètes un appareil, tout appareil, quand tu achètes, il faut d'abord un branchement. On prend le cas d'une radio que tu achètes, tu mets, on dit power, mets l'énergie. Quand tu branches, c'est pas que l'appareil a déjà démarré. Que quand tu branches, c'est que tu lui apportes de l'énergie. Après, maintenant, il faut aller sur onde, c'est-à-dire allumer. Et après, maintenant, il faut capter les ondes. Au niveau des fours, quand on te montre que quand tu viens devant un four comme ça, le four est branché. Quand le four est branché, il faut aller d'abord sur onde. Tout à l'heure, nous avons vu dans le reportage qu'il y a la cuisson pour chaque chose, quel degré. Bon, nous n'avons pas souvent, tous les fours n'ont pas ce système-là. Il y a des fours, c'est un système de boutons qu'il faut tourner pour avoir le degré auquel tu veux cuire. Ça, là, c'est encore un four qui est plus avancé. Et on a fait les images de chaque produit que tu peux appuyer. C'est des fours digitalisés, ça. Que tu peux appuyer pour savoir la cuisson de ce que tu veux faire. Maintenant, il y a des fours que tous ces notices ne sont pas dessus. C'est des boutons qu'il faut tourner. C'est à toi de tourner le bouton pour savoir que tu veux cuire le pain, tu dois être à 200 degrés. Tu veux cuire la pâtisserie, il faut être à 180 degrés ou bien 160 degrés. Et chaque recette a aussi les degrés de cuisson. C'est pas dit que quand tu veux faire les cakes, ce n'est pas les mêmes degrés de cuisson que tu auras que tu veux cuire les baguettes. Donc, nous avons cette difficulté de donner, de recevoir avec les nouveaux qui viennent dans le métier, qui ne se donnent pas trop. Donc, alors, Monsieur Setondi, selon vous, à qui incombe la responsabilité de ces problèmes? Bon, la responsabilité de ces problèmes, je dirais, est... Donc, le minimum qu'on peut espérer d'un promoteur ou d'un acteur, quand on a fait de débourser, je dis 10 millions par exemple dans l'achat d'un équipement, c'est quand même de chercher à savoir comment ça s'utilise. C'est aussi basique que ça. Le véritable problème se situe d'une part au niveau des promoteurs et d'autre part au niveau des ouvriers. Au niveau des promoteurs, c'est eux-mêmes qui se lèvent et vont acheter
les équipements de la boulangerie, pâtisserie. Et en le faisant, certains font des investissements improductifs. À savoir que parfois, ils achètent des fours dans lesquels les gens ont déjà volé des plaquettes d'autres composantes majeures du four. Si bien que quand ils prennent ces fours, ils n'arrivent jamais à les utiliser. En dehors de ça, il y a aussi le fait qu'ils vont acheter des fours dont la capacité dépasse largement le volume des produits que leurs ouvriers ont l'habitude de fabriquer chaque jour. Ce qui fait que ces derniers n'arrivent jamais à remplir le four. Et ça leur crée des manques à gagner. Parce que, comme je l'ai dit dans la démonstration, si vous avez un four d'une capacité de 10 plaques et puis vous mettez 5, 6 dedans, il va rester là et une place de 4 plaques. Et cette partie-là, ça va tourner dans le vide. Le choix des équipements entrant dans l'installation d'une boulangerie-pâtisserie est réservé aux gens avertis, c'est-à-dire aux spécialistes. Mais selon vous, comment on peut responsabiliser chaque acteur, l'ouvrier, le responsable? Comment on peut responsabiliser Il appartient aujourd'hui à chaque futur promoteur de prendre ses responsabilités pour pallier ces désagréments inutiles. De ne plus aller acheter, même s'ils veulent acheter là, au moins qu'ils se rapprocher des gens qui se connaissent. On ne leur demande pas de donner leur argent pour qu'on puisse leur acheter. Mais au moins, je vais acheter telle chose. Telle personne est en train de me proposer un four. Venez voir avec moi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux l'acheter? Du côté des ouvriers, je dois dire que il y en a certains qui n'ont pas eu la chance, comme M. Batono et moi, d'avoir travaillé dans de grands laboratoires de boulangerie-pâtisserie. Parce que c'est dans les boulangeries-pâtisseries modernes qu'on trouve les fours ventilés. Ce n'est pas des fours qui sont à la portée de tout le monde. De tout le monde. Si bien que ils font leur formation dans des ateliers où c'est le four... Où ces équipements ne sont pas disponibles. Ne sont pas disponibles. Et c'est le four traditionnel à gaz que vous avez montré dans l'élément qui est utilisé. Et c'est des fours qui prennent tout souvent 2 plaques. Vous mettez 2 plaques, ça cuit, vous sortez. On sort, on remet. Voilà. Et quand vous investissez dans l'achat des équipements et que vous recrutez un de ces ouvriers qui s'est fait former dans ces milieux, quand il va se retrouver dans votre laboratoire moderne et que vous allez laisser un four ventilé à sa disposition, ce sont ces habitudes de travail de l'autre côté qui va commencer à utiliser dans votre laboratoire moderne. Est-ce qu'au niveau de votre secteur, en acteur, est-ce que vous échangez? Est-ce qu'il y a ce partage de connaissances pour amener les uns et les autres à être au même niveau d'information, de compréhension, pour sauver le secteur? Puisqu'aujourd'hui, nous l'avons évoqué, ça ne va pas trop. Malheureusement, il n'y a pas encore cette stratégie qui puisse nous permettre, nous les devanciers, à partager cette connaissance et ce savoir-faire avec les jeunes qui sont en train de venir et qui sont d'ailleurs appelés à nous remplacer. Et c'est dans cette optique que nous avons initié cette... Je vois. Alors, tout compte fait, il y a un problème qu'il faut régler. Vous, par exemple, vous formez déjà des jeunes. Ils ont peut-être la chance de pouvoir avoir une idée de comment est-ce qu'on utilise ces équipements. Nous les avons vus. Peut-être que plus tard, ils seront des boulangers et pâtissiers assez avertis, n'est-ce pas, dans l'usage de ces équipements. Mais il faut dupliquer justement ce partage d'espérance au niveau des secteurs. Monsieur Batono. Oui, je vais un peu agrémenter ce que M. Destin vient de dire concernant les promoteurs et les professionnels. Parce que quand tu es promoteur, tu n'es pas professionnel. Au moment où tu veux installer... C'est quoi la différence? La différence, c'est nous qui mettons la main dans la pâte. Oui, mais le promoteur, il sort l'argent. Il sort l'argent. Et quand tu veux installer ta pâtisserie ou bien ta boulangerie,
il faut que tu te rapproches d'un professionnel et surtout d'un technicien de la machine. Puisque nous ne sommes pas trop techniciens de la machine aussi. C'est le technicien qui maîtrise mieux la machine. Et quand le technicien vient pour une première fois, une nouvelle machine arrive, c'est lui qui est en mesure de te montrer l'utilisation de cette machine-là. Donc là, on a besoin de formation aussi. Quand tu veux mettre une boulangerie pâtisserie en place, tu organises l'équipement. Il faut une formation au niveau technique et après des répétitions sur le niveau professionnel pour être sûr que tu veux sortir un bon produit. Mais quand tu te lances dans le désert, parce que tu as l'argent et tu te lances dedans, tu vas en Europe, tu achètes des machines qui ne sont pas à la portée de notre utilisation ici, tu vas en déroute, hein, tu vas chuter. Mais après, côté formation, est-ce que nous avons des centres pour former des jeunes dans votre secteur? Parce que même si un promoteur, avec toute sa bonne volonté d'avoir des équipements adéquats, si in fine les ouvriers qui vont l'utiliser n'ont pas la parfaite connaissance, le même problème va se poser. Est-ce qu'au niveau de votre secteur, il existe des écoles, des centres de formation reconnus par l'État, n'est-ce pas, où les équipements sont vraiment disponibles pour permettre aux jeunes d'avoir de la connaissance? Et aujourd'hui, nous pouvons... Votre chance, M. Destin l'a dit, c'est parce que vous avez fait vous vous êtes retrouvé dans des cadres d'apprentissage plutôt modernes où ces équipements existaient. Autrement, vous serez peut-être parmi ces ouvriers qui ont peut-être déjà créé beaucoup de tort à le patron. Oui. Bon, aujourd'hui, il faut dire que nous-mêmes, au départ, parce que quand tu prends... Moi, je suis rentré dans ce secteur en 1995. Que j'ai démarré mon apprentissage. Hein, et nous n'avons pas ces catégories de fours. À l'époque, nous avons les fours traditionnels. Et que nous, en terre battue, en terre cuite, et les fours à gaz, c'est ce que nous avons. C'est avec ça que nous, on a appris. Mais quand tu apprends là, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours chercher à aller loin. La modernisation qui vient, il ne faut pas rester en arrière. Surtout dans notre domaine là. Chaque jour, ça change comme dans le domaine technique. Et ça change. Donc, à toi de suivre le rythme de ça. Parce que aujourd'hui, nous avons parlé des centres de formation. Nous les appelons pas des centres de formation. C'est maintenant qu'on est en train de parler de centres de formation. Nous avons des ateliers. C'est des ateliers que nous avons avant parce que je suis pâtissier, je suis en train de travailler. Et un parent a vu, il y a le gars là qui travaille là, je veux mettre mon enfant à côté de toi. Et tu lui apprends. On apprenait sur le terrain, sur le tas, comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai fait l'expérience, tous ceux qui ont appris sur le tas, ça dit tu rentres dans une boulangerie, on t'apprend comment on fait le pain, tu démarres, on te parle de levure, on dit mets tel gramme de levure dedans, mets tel gramme de... Tu fais le mélange. Tu fais le mélange. Tu ne maîtrises rien. Pour toi, c'est faire le mélange et sortir le produit. Mais aujourd'hui, il est avéré que il faut étudier à fond le matériel que tu veux utiliser. Le matériel est très important. Les matières premières que tu veux utiliser. Tu dois connaître ce qu'on appelle la levure. La farine même, tu dois connaître sa composition. Parce que tu peux être devant des farines qui absorbent plus d'eau. Il y en a qui n'absorbent pas plus d'eau. Parce que les farines qu'on nous envoie en Afrique, il faut dire la vérité, c'est les résidus des autres. Hein. Et vous nous faites manger ça? Oui, mais nous ne sommes pas des producteurs de blé. Nous ne sommes pas producteurs de blé. On prend ça comme ça. On prend ça comme ça. Parce que ça vient de partout. C'est ça. Parce que nous avons même dit, est-ce que nos gouvernants, ils ne peuvent pas nous aider de ce côté-là? C'est ça. Parce que si nous allons sortir un bon produit, il faut qu'on ait un bon... Que la matière première soit de bonne qualité. Soit de bonne qualité. Si aujourd'hui... On nous dit, quand tu prends de la farine, il faut ajouter de l'améliorant. Pourquoi depuis la base, qu'est-ce qui a été soustrait de cette farine? On me demande encore d'ajouter de l'améliorant avant d'avoir le résultat. Et cet améliorant est revendu encore. Tu achètes la farine, tu achètes l'améliorant encore pour améliorer ton produit. Qu'est-ce qui a été enlevé dedans? Parce que si nous prenons le blé dans sa composition, il y a des taux d'éléments qui sont dedans, des matières nutritives qui sont dedans. C'est ça. Mais des fois, tu rencontres des farines, tu fabriques le pain ou bien les croissants, toi-même, tu es découragé. Et c'est une perte. Et quand ça rentre dans la vitrine, le client vient premièrement, il voit la beauté. Si ce n'est pas beau, il n'achète pas. Et ça vous fait des invendus. Ça fait des invendus. Oui, M. Destin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais
Je voudrais ajouter que aujourd'hui, c'est vrai, il y a le secteur du tourisme, de l'hôtellerie-restauration aussi est en train de se développer. De se développer. Absolument. De se développer. Et nous pensons que l'espoir est permis. Tout n'est pas gâté. Non. Tout n'est pas gâté. Tout n'est pas gâté. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour éveiller la conscience des uns et des autres. C'est très important. Qu'il n'est pas prudent d'aller acheter les équipements là soi-même. Que nous avons initié cette rencontre avec acteurs. Les équipements de la boulangerie, pâtisserie, c'est pas de l'électroménager où on peut rentrer dans un showroom, acheter un réfrigérateur et un micro-ondes ou bien une cuisinière à gaz venir à la maison et commencer pas l'utiliser comme ça. Pas utiliser. Parfois même, d'autres vont acheter des équipements dont l'utilisation n'est pas adaptée à notre environnement, marqué par la cherté de l'énergie électrique. Mais voilà que nous ne sommes pas des fabricants de ces équipements, ça s'importe. Raison pour laquelle, avant d'aller acheter, il faut au moins demander à quelqu'un. Vous, dans votre boulangerie, vos équipements, je suppose que vous les avez achetés en Occident. Non, j'ai pris ça ici. Mais si j'ai pris ça ici, c'est parce que c'est des trucs que on connaissait depuis. Mais c'est pas fabriqué ici. C'est pas fabriqué ici. Oui. Mais c'est pas parce que c'est pas fabriqué ici et le fait de parler des équipements, nous-mêmes on reconnaît que quand les gens vont commencer à investir dedans, ça va profiter premièrement aux fabricants. Nous le reconnaissons. Mais c'est pas une raison pour ne pas en parler. Parce que les fours ventilés là ont déjà fait leur preuve et continuent de faire leur preuve. Si vous avez un four ventilé et pour la commercialisation des produits de la boulangerie, pâtisserie, et que vous avez la chance de tomber sur des ouvriers qui savent l'utiliser, vous allez beaucoup rentabiliser. Franchement. Là, vous êtes sûr de garder votre boulangerie ouverte plutôt que de fermer. Alors, Teddy, nous savons également que, bien au-delà des questions d'équipement, de choix des équipements et de leur usage, le secteur est également enclin à d'autres problèmes. Bien évidemment. Le coût de la matière première. Absolument. Il y a une réforme qui est annoncée aussi. Bien sûr. Avec notre rencontre avec le président de l'ANAPEB, il a également souligné que les produits, notamment le blé, constituent également un véritable problème qui permet aux promoteurs de fermer, de mettre la clé sous le paillasson. Le coût est très élevé. Absolument. Aujourd'hui, le blé, je parle sous le contrôle de nos pâtissiers qui sont ici, coûte une trentaine de mille. Je parle du sac de 50, bien sûr. Donc, il a également mis l'accent sur ce fait-là. Je voudrais également qu'on revienne sur le manque d'emploi que génère cette problématique. Dans le magazine, dans l'élément, nous avons eu l'information de ce que en décembre 2022, il y a plus de 600 boulangeries qui étaient enregistrées normalement. Absolument. Mais aujourd'hui, il n'y a que 250 qui fonctionnent. Et cela... Justement, quand vous, par exemple, vous employez combien de personnes dans votre boulangerie? L'effectif? On n'est plus nombreux comme avant. Parce que les affaires ne marchent plus trop. Donc vraiment, vous avez réduit votre effectif. Oui, ça fait de l'emploi perdu. Sinon, oui. Dans le fonctionnement d'une boulangerie, on est censé avoir combien de personnes? Ça dépend de sa dimension. D'accord. Ça dépend de sa dimension et du volume des produits qu'il fabrique. On ne peut pas dire avec certitude qu'il faut tel nombre. Ça dépend de son envergure. Mais puisque c'est un secteur qui génère beaucoup d'emplois, on peut estimer qu'on peut retrouver entre 10 et une vingtaine de personnes dans une boulangerie. Bon, au minimum 8. 8. Au minimum 8. Maximum 10. D'accord. Donc quand une boulangerie ferme ses portes, ça fait 8 à 10 emplois de perdus. Donc je soulignais également cela et c'est un véritable problème pour
pour nos jeunes d'aujourd'hui qui, aujourd'hui, l'emploi, trouver de l'emploi, ça reste une problématique. Ça reste un véritable problème. Et voilà, il faut que les voies les plus autorisées trouvent une solution à ce problème. Parfait. Allez, Monsieur Destin Saint-Ondy, je rappelle que vous êtes pâtissier, spécialiste des fous ventilés. Vous avez un dernier mot de fin? Mon dernier mot de fin, je tiens à vous remercier. C'est nous qui vous remercions. À vous remercier. De votre disponibilité, de vos réflexions à sauver ce secteur. Voilà, je tiens à vous remercier. Quand même, nous sommes tous amoureux de gâteaux et de friands. Absolument. Et comme je l'ai dit, je vais encore le répéter parce que j'ai eu à faire des investigations. Il y a d'autres qui ont sollicité mon expertise pour que je puisse voir ce qui ne va pas avec eux, pour qu'ils soient confrontés à des montants exorbitants de factures. J'allais même oublier 2 questions. Pendant combien de temps peut-on faire fonctionner le fou pour une production journalière? Le fou ventilé, là, ce que j'ai utilisé dans l'élément là, vous pouvez l'allumer, vous pouvez le mettre en marche à 4 h du matin et l'éteindre à 16 h de l'après-midi. Il n'aura rien. C'est ça. Bon, vous-même imaginez que vous utilisez ce fou pour produire rien que des baguettes. Durant tout ce temps-là, vous pouvez imaginer le nombre de baguettes la quantité de baguettes que vous allez produire. Et c'est pour cette raison que je vous disais qu'avec ces fous-là, l'affaire est faisable. Et ça se fait. D'accord. Et en cas de panne, le fou est-il facilement réparable? Voilà, en cas de panne, le fou est facilement réparable. Et il y a des compétences dans notre pays pour le faire. Il y a plein de compétences. Si ces compétences et côté technologie, et la technologie sur laquelle les équipements sont fabriqués, tout ça là, les compétences, ça ne manque pas. En tout cas, on en a besoin pour la survie. Il y a nos amis, qui a ceux qui viennent font les dépannages de nos équipements que nous appelons dans notre jargon technicien. Et en dehors d'eux, il y a les ingénieurs. Il y a aussi les ingénieurs qui sont aussi là. Donc le four est facilement réparable. Parfait. Monsieur Batonon, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Et c'est pour trouver des solutions pour qu'on s'en sorte. C'est ça. Et actuellement, il y a l'énergie consommée par ces fours. Et je vous dis aussi que, puisque moi je suis plus dans la formation que dans la pratique. Je suis dans la formation. J'ai plusieurs enfants qui sont à ma charge. Et aujourd'hui, nous avons également un four qui utilise les 2 énergies, c'est-à-dire le gaz et l'électricité. Ça aussi, c'est des fours qui sont tellement économiques. Et c'est ça que moi j'ai dans mon atelier. Que vous avez adopté? Oui, c'est ça que j'ai adopté. Parce que c'est un four qui travaille, il n'y a que le thermostat et le système de ventilation qui utilisent au moins déjà 220 watts. Ce n'est pas des fours triphasés. Parce que les fours qui utilisent souvent les résistants sont souvent des fours triphasés qui consomment aussi. Donc, moi, j'ai un four qui utilise les 2. Et quand c'est le système de gaz qui donne la chaleur, et quand la chaleur atteint le degré demandé, le gaz coupe et le système de ventilation fait évacuer toute la chaleur à l'intérieur du four. Donc c'est un four aussi qui est très économique. Moi j'en fais le prix, ça me fait de bonnes affaires. Mais est-ce que c'est vraiment pas le moment entre acteurs d'harmoniser un peu l'usage de ces équipements? On peut prendre la décision de ce qu'au Bénin, ce qu'on veut retrouver comme équipement dans les boulangeries, c'est tel équipement pour qu'il n'y ait pas une variation, une disparité en matière d'usage d'équipement. Je constate que chaque promoteur essaie de faire son choix en fonction de ses réalités. Peut-être que c'est à cause du prix. Le four ventilé est peut-être moins cher que ce que vous utilisez, ou peut-être c'est l'inverse. Comme il vient de le dire, le four ventilé, c'est un four qui est en un seul morceau.
C'est un truc comme ça, vous le prenez, vous le branchez et puis vous commencez à l'utiliser. Allez, nous sommes à la fin de cette émission. Merci vraiment Teddy de votre présence avec nous sur ce plateau. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour Canal Enquête de ce soir. Merci de votre fidélité et puis à très bientôt pour notre numéro. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés,
les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription justifiés de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire ? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. إلا الله ما لنا رب سوى لا إله mi do ko bo gba singbo o bo gba ton inu won ame o e ti aka wa do ma wu sali oji ma odo na hanu mi mawu do su na mi de qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya de me ro po wa gbeme mi o ma me ro po ton na me de ẹni nígbà tán fẹ́ kọ́ ní français wọ́n ní les dangers de la médisance. Qu'est-ce que c'est que la médisance? Me malé nous y c'est le mi do un sisen eni hode o ma lo sisen go sisen ba nu to e bi ipe ijo kan be bàtà tó ń wọ̀ fúnra rẹ̀ yìí o ní lè wọ̀ mọ́ o la ilaha illallah. Un musulman ne doit pas être une source de trouble. Ìgbéyàwó tí a ń sọ àṣà láéláé ni ó ti ń bẹ nígbà tí àwọn. Je voudrais interpeller les hommes d'affaires entre eux, les hommes politiques entre eux. Essayons de surmonter et de pardonner. Le seul juge, c'est Dieu. إلا الله ما لنا رب سوى لا إله